Alors, ce qui devrait guider l'intervention, on comprend que là, la situation s'est passée dans une école. Dans toutes les écoles, il y a un plan d'action, un plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence. Puis dans ce plan de lutte-là, il y a une section protocole qui prévoit déjà des actions auprès de l'ensemble des acteurs impliqués, victimes, auteurs, témoins, et les suivis à réaliser, puis la façon de faire un signalement. Et l'ensemble des écoles en ont un. Si jamais vous êtes intervenant dans une école et puis pour toutes sortes de raisons, mouvement de personnel, bon, il ne semble pas y avoir de plan de lutte, et bien dans toutes les commissions scolaires, il y a une personne comme moi qui a le mandat d'accompagner les écoles pour se doter d'un protocole. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, pour intervenir sur cette situation-là, donc prendre connaissance du protocole, la deuxième chose, c'est l'enjeu ici, c'est que Tamara semble un peu inquiète à dénoncer la situation et n'est pas certaine que ça changerait quelque chose. Nous, ce qu'on doit savoir comme adultes, de toute façon, il faudra signaler la situation parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir un milieu sain et sécuritaire pour l'ensemble des élèves, puis on veut évidemment stopper cette situation-là. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'amener la victime à signaler et l'accompagner dans ces démarches. Donc, comment on peut faire ça avec Tamara? Première des choses, ce serait de se montrer accueillant, accueillir la situation qui n'est pas facile et qui est vécue ici. Donc, l'accueillir sans jugement et surtout ne pas moraliser. On sait les risques inhérents si on diffuse une photo et qu'on est faiblement vêtu ou nu, mais ce n'est pas le temps de revictimiser la victime là, qui vit un moment difficile. Faut plutôt lui envoyer le message qu'elle a droit au respect et à la dignité. C'est ça qu'on va tenter de faire avec elle, avec respect et dignité, et qu'elle ne mérite en rien ce qui lui arrive. L'autre chose aussi, il faut demeurer optimiste, c'est-à-dire que souvent dans nos messages, quand on parle de cyberintimidation et de publication de photos, on a tendance à dire « Ah, il y a une permanence des fichiers sur Internet, des photos ». Et puis ça tue un petit peu l'espoir parce que si par mégarde une photo est diffusée, bien là, les jeunes peuvent avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut se montrer optimiste, garder comme message que plus on intervient vite, rapidement, bien, plus on est capable, en mesure de stopper la propagation d'une photo. Et puis que, au final, le contenu de la photo, il y a quand même une échelle de gravité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est, on peut situer là, sur l'échelle de gravité. Aussi, ne jamais tenter de voir soi-même la photo. On va plutôt amener la victime à nous décrire ce qu'il y a sur la photo, comment elle est habillée, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a quel genre d'action il se produit sur cette photo-là. Donc, jamais avoir en main soi-même la photo. Donc, on va amener la victime à faire un signalement et l'accompagner là-dedans. Pour ce qui est des témoins puis de l'auteur, je vais parler de l'auteur. Évidemment, il ne faut pas entreprendre soi-même une action qui ne serait pas en lien avec le protocole, mais peut-être juste vous dire ce qui devrait se retrouver dans un protocole normalement avec l'auteur. Donc, l'auteur, il y aura une sanction qui vise un arrêt d'agir, qui vise aussi à une justice sociale, c'est-à-dire qu'on démontre publiquement qu'on intervient. Donc, ce n'est pas acceptable une action comme celle-là. Par contre, ce n'est pas suffisant si on veut que l'auteur soit plus outillé. Ici, dans la mise en situation, c'était un jeune qui avait de la difficulté à gérer ses émotions, puis a eu de la difficulté avec la rupture. Donc, juste avec une sanction, il ne sera pas capable plus de gérer ses émotions. Ça prend donc une mesure éducative. Donc, cette mesure-là vise à ce que le jeune devienne autonome, vise à ce que le jeune développe son autonomie et son autocontrôle et ses compétences. C'est ça qui va permettre aux jeunes, dans un deuxième temps, de pouvoir développer un comportement qui est acceptable.
Maintenant, je vais laisser en référence un protocole qui nous vient du Centre canadien pour la protection de l'enfance. Ce protocole-là est très, très intéressant parce que dans la marche à suivre, on distingue deux profils d'auteurs. Celui qui est immature, donc celui qui est en développement, le jeune qui n'a pas toutes les compétences et qui fait une erreur de jugement ou une erreur d'immaturité, versus un autre auteur qui, lui, a souhaite, comment je pourrais dire, appâter une victime, qui s'inscrit vraiment dans un rapport de force. Donc, les deux, on va faire des interventions, mais ça ne sera pas le même type d'intervention. La gravité de la situation ne sera pas la même. Donc, ça, c'est ce qu'on devrait retrouver avec l'auteur. Pour ce qui est des témoins, alors là, je vais y aller avec de la prévention ciblée. La situation, c'est deux personnes qui s'échangent du sexting. Peut-être rappeler aux intervenants que c'est peut-être important d'en parler de ça, des pratiques dans la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Mais quand on en parle du sextage, peut-être pas banaliser cette pratique-là. Dans les études que j'ai lues, on sait que les jeunes le font. Par contre, ce n'est pas la majorité. Donc, éviter de banaliser pour qu'il n'y ait pas des jeunes qui le fassent parce qu'ils ont l'impression que tout le monde le fait. L'autre chose par rapport au sextage, ça peut être intéressant de s'intéresser à pourquoi les jeunes font du sexting. Est-ce que c'est dans un rapport de séduction? Est-ce que c'est dans le cadre d'un rapport amoureux? Est-ce qu'ils voient ça comme une pratique moins risquée qu'un rapport sexuel? Est-ce qu'ils le font par contrainte? Donc, en sachant ça, on peut mieux définir nos messages clés puis le type d'intervention qu'on veut faire ensuite de ça auprès des témoins. Puis la dernière chose qui pourrait être importante dans une situation comme celle-là, c'est d'amener les jeunes à réfléchir sur vivre sa sexualité dans l'espace privé versus public, les risques inhérents. Tantôt, je disais, des fois, les jeunes font du sexting parce que c'est peut-être une action qu'ils voient moins risquée qu'un rapport sexuel. C'est peut-être juste que la notion de risque n'est pas au même endroit. Donc, s'assurer que les jeunes en soient conscients. Alors, première des choses qu'il faut se dire, c'est que si Anna est venue nous voir, c'est certainement pas pour qu'on fasse rien. Donc, au contraire, il faut la renforcer, dire « t'as bien fait de venir m'en parler ». Deuxième message clé, c'est de mentionner qu'un signalement, c'est confidentiel. C'est pas anonyme au sens où ça serait difficile de faire des enquêtes si on faisait des plaintes ou des signalements d'une façon anonyme, mais confidentiel, ça veut dire qu'on a la responsabilité de protéger l'identité de la personne qui dénonce. Donc, dans la situation B, il y a 10 personnes qui auraient été témoins de propos sur le web. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'interviewer un à un les témoins, dont Anna, ce qui fait qu'au final, on ne sait pas qui a dénoncé la situation. L'auteur pourrait ne pas le savoir. Donc, des mesures comme ça, très concrètes, qui permettent d'assurer la confidentialité. Deuxième chose qu'on peut faire avec les témoins, c'est de leur donner un pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'un témoin qui se sent en sécurité dans une situation peut toujours dire « moi, je trouve pas ça drôle, moi, j'aime pas ça ». Peut aussi inclure la victime dans des jeux, peut lui demander comment il rentre à la maison, faire la marche avec. Donc, c'est toutes sortes de choses très simples qu'on peut faire si on se sent en sécurité. Si on ne se sent pas en sécurité, on peut tout de même quitter discrètement la scène puis le dénoncer à un adulte. Maintenant, dans la situation B, il y a je ne veux pas dénoncer parce que je ne veux pas passer pour la rapporteuse. Donc, il y a une différence très importante entre rapporter, snitcher, stouler versus dénoncer. Donc, quand on rapporte une situation, snitcher, ça veut dire que je le fais pour
pour un intérêt personnel, pour nuire à la personne, pour la mettre dans le trouble, pour rire, pour toutes sortes de raisons, mais certainement pas pour aider la victime. Mais quand je dénonce, dénoncer, il y a le non. Donc, je dis non à une situation qui est désagréable et inacceptable. Donc, je contribue à m'assurer que dans mon école, dans mon milieu de vie, dans mon environnement, c'est sain et sécuritaire. Je me protège, je protège mes amis, je protège les plus jeunes, mes frères et mes sœurs, parce qu'on a le droit de vivre dans un milieu sans violence et dans lequel on se sent en sécurité. Si un intervenant se rend compte que c'est un problème dans son milieu, donc les jeunes ont peur de dénoncer, quelque chose qu'on pourrait faire en prévention ciblée, ce serait de tenter de développer la culture de collaboration entre les élèves. Plusieurs façons de le faire. On pourrait, par exemple, se donner des moments pour renforcer, féliciter, dire bravo à des élèves pour des gestes qu'ils ont faits durant la semaine ou la journée. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est s'impliquer dans sa communauté ou dans son école, puis comme intervenant, de faire un reflet ou de mettre en lumière comment je me suis sentie quand je suis venue en aide aux autres, quand j'ai fait une action, puis de le renforcer, ça. Donc, l'idée étant de développer la collaboration entre les élèves, puis on peut penser qu'à terme, quand il y a une situation comme ça qui se produit, on est déjà habilité, on a des compétences pour se soutenir les uns les autres.